Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Christophe Onodibio. Bonjour. Mais bonjour. Et bienvenue sur ce plateau, directeur adjoint de la rédaction du Point et romancier. Trouver refuge, qui est là, est votre 7e roman qui est sorti chez Gallimard. Un livre qui nous emmène entre la Grèce et la France. La France, ou dans un avenir fictif, mais pas si lointain, on y reviendra. Un homme surnommé Papa hindou tyran a pris le pouvoir. Et la Grèce, où votre héros Sacha, sa femme et leur fille, opposant malgré eux à ce papa, vont tenter de trouver refuge. Et quel refuge sur le mont Athos en Grèce? Là aussi, on va en reparler dans un instant. À quel besoin d'abord ce livre répondait-il? Au besoin, vous l'avez signalé, hein, une question qu'on se pose toutes et tous quand on regarde les images qu'on vient de regarder. C'est-à-dire à un moment, si tout vrille, si on n'est plus en sécurité, où est-ce qu'on va? Quel est le plan B? Et le plan B pour mes personnages, oui, c'est ce dernier sanctuaire au cœur de l'Europe qui existe, hein, qu'on appelle le mont Athos. Voilà, ils sont menacés, une petite famille normale. Ils sont menacés par une phrase sibylline qui inquiète le pouvoir. Et il faut partir du jour au lendemain. Et ils choisissent cet endroit parce qu'il est inaccessible. Et vous l'avez dit dans votre lancement tout à l'heure, interdit aux femmes et aux enfants. Et c'est pour ça qu'ils se disent peut-être que là-bas, enfin, on sera en sécurité. Alors, parlez-nous de cet endroit, donc, qui est un endroit très particulier que vous connaissez, qui est un endroit qui existe. Pourquoi avoir choisi cet endroit? J'y suis allé à 20 ans. Je voulais aller voir ce qu'on appelle une zone grise, un endroit dont on ne parlait pas, qui n'obéit pas aux lois du monde qu'on connaît. Et on m'avait parlé de cette péninsule qui fait 40 km sur 10, entièrement déserte, excepté 20 monastères fortifiés qui datent de l'an 1000 à peu près, et où en fait on est au cœur de l'Europe, on est entre la Grèce et la Turquie, c'est sur le territoire grec, mais les lois du mont Athos ne sont pas les lois du monde qu'on connaît. En fait, on vit toujours là-bas, comme à Byzance, comme il y a 1000 ans, et une fois qu'on entre, on est dans un autre monde, un contre-monde, un anti-monde au cœur de notre monde, où les lois sont celles des monastères, et même les moines qui entrent là-bas changent de nom, changent d'identité, c'est un peu comme la Légion étrangère. Donc on arrive vraiment au cœur de l'Europe, dans un autre monde, et pour moi c'était vraiment l'asile, je dis l'asile à cause du droit d'asile, c'est-à-dire l'endroit où on vous accueille, et là vous êtes en sécurité. Et c'est un endroit d'une beauté hallucinante, d'une nature vraiment renversante, préservée. Les monastères sont fortifiés, on a l'impression qu'ils sortent des pages d'un livre de légende, et j'ai été subjugué par cet endroit. Et j'y suis retourné peut-être 8 fois en 20 ans maintenant. Alors c'est un endroit où les femmes, en théorie, donc n'ont pas le droit d'entrer. C'est le seul point négatif. Qui est quand même un point relativement important. Toutefois, votre héros, on va passer les détails, mais parvient à y entrer avec sa fille. Et ça fait venir au premier point important de ce texte. C'est un texte sur quelque chose qui existe assez peu en littérature, me semble-t-il. Cette relation entre ce père et sa fille. Oui, je suis content de vous l'entendre dire. Oui, je voulais écrire sur la paternité. Je voulais... ce qui m'intéresse aujourd'hui, et on le voit avec l'évolution du monde, c'est qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants dans un monde qui devient de plus en plus chaotique. Comment on leur apprend à être au monde, quoi? À être au monde, à regarder la beauté du monde, à réagir face à ce monde quand tous les repères volent en éclats, quand les écrans font écran. Et je rêvais aussi... Ce roman, il a commencé par une image toute simple, c'est la main d'une petite fille dans la grande main de son père, au milieu d'une nature considérable, belle, intacte. Je ne savais pas où c'était, j'ai découvert ensuite que c'était le mont Athos, parce que quand on écrit, on a des images comme ça et on mène l'enquête. Et je me suis dit que j'avais envie d'écrire, sur un père et sa petite fille, pendant que la mère essaie de les sauver, hein. Il y a un personnage de femme très important, mais... Qu'est-ce que c'est qu'un père par rapport à ce papa dont vous parliez, ce chef de l'État qui prétend gouverner? Qu'est-ce que c'est que d'être un père, un vrai père, humble, qui doute, à qui on n'a pas appris à être père, et qui se retrouve avec cette petite fille dans ce monde aussi fascinant qu'étrange? Elle a un petit peu peur, cette petite fille. Où est maman? Est-ce qu'elle va venir nous rejoindre? Et puis finalement montrer que quand on éduque une petite fille ou un petit garçon, en l'occurrence là c'est une petite fille, on est aussi transmis on apprend autant de nos enfants que, bien sûr. Et l'émerveillement, l'espièglerie, les questions qu'elle pose, finalement nous sauvent aussi. Et la logique géniale des enfants. Alors cette paternité effectivement fait écho à celle d'un autre genre, celle du dirigeant qui a été élu en France. Dans votre récit, nous sommes en 2027. Il s'appelle Papa, donc, et là, pour le coup, la transmission est à sens unique. Un vrai chef élu sur l'idée d'une réappropriation de la France
par ceux qu'il aime. Son oui, c'est ce qu'il dit. Ouais, c'est par ce qu'il ceux dit. qu'il aime Son vraiment, parti s'appelle La Famille, mais dit-il, et il aurait pu s'appeler Renaissance. Tiens, mi-réac, mi-Big Brother. Son mantra, c'est « Il faut parfois moins de liberté pour préserver la liberté ». C'est pas un personnage tout à fait fictif. Non, j'espère pas être prophétique, mais on le voit quand j'ai rendu mon manuscrit au mois de janvier, il n'y avait pas encore la guerre en Ukraine, il n'y avait pas encore des gens qui devaient trouver refuge, pour le coup, vraiment. Il n'y avait pas encore la remise en question du droit à l'avortement aux États-Unis, il n'y avait pas encore l'Italie qui avait basculé aussi dans le national-populiste, ni la Suède. Donc en fait, moi je me suis dit, si ça arrive en France, et c'est vrai que tous les sondages depuis des années disent que les Français ont besoin d'un chef, d'un pouvoir fort, besoin d'être protégés. Les résultats des dernières législatives ont montré qu'il y avait une forte poussée des extrêmes. Et effectivement, j'imagine, c'est un léger décalage. On est en 2027, puisque 2022, c'est maintenant, on sait ce qui se passe. 2027, la France a basculé à son tour. Et c'est un pouvoir, alors c'est pas Big Brother dans la mesure où c'est beaucoup plus pervers que ça. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, c'est pour votre bien. On n'est pas extrême, en fait, on veut vous protéger. Il faut moins de liberté, vous l'avez rappelé, pour préserver la liberté. Dénoncer son voisin, c'est pas finalement dénoncer, c'est finalement agir pour le vivre ensemble. Oui, on est dans la novlangue quand même, complètement. Exactement. Un artiste qui choque, c'est normal qu'on ferme sa galerie ou que son film ne soit pas montré parce que c'est pas bien de choquer. Il offense, c'est un mot qui revient beaucoup. Voilà, je veux pas, aujourd'hui, nous sommes de choisir entre deux extrêmes. Je pense qu'il y a une infinité de nuances. Moi, je ne veux pas être sommé de choisir, mes personnages non plus, d'où cet hommage à la beauté. Voilà, vous décortiquez aussi ce qui fait que quelqu'un comme ça arrive au pouvoir, et là encore, on n'est pas tout à fait dans la fiction, et vous dites qu'on est étouffé des deux côtés, qu'il y a quelque chose qui pousse des deux côtés. Oui, l'absence de liberté, la culture de l'offense, elle est des deux côtés du spectre politique, malheureusement, dans le monde entier. Et est-ce qu'il faut choisir ? Je pense que non. Je pense qu'une éducation, justement, à la liberté, à la beauté, au débat, c'est justement donner la possibilité donc, aux enfants, il faut leur apprendre ça, à ne pas être sommés de choisir entre deux extrêmes qui, au fond, se font la courte échelle pour souvent, à la fin, l'extrême droite. Et donc, quel sens dans tout ça a le fait de trouver un refuge ? Est-ce qu'il s'agit d'une fuite ou est-ce qu'il s'agit d'une façon de... C'est la question du livre. Pour moi, dans un refuge, quand vous allez dans un refuge en montagne ou en mer, vous trouvez un abri pendant la tempête et ensuite... La tempête s'arrête, vous sortez, vous continuez votre ascension ou votre navigation. Et ne faut-il pas faire face à la tempête pour revenir sur des questions plus politiques ? Oui, mais parfois, il faut se réarmer spirituellement et ça aide aussi de se couper du monde un petit peu. De toute façon, mes personnages, ils n'ont pas le choix, ils ne pouvaient pas rester dans ce pays, sinon ils étaient arrêtés. Donc ils fuient, mais il y a l'espoir quand même, et avec cet enfant, d'un monde, d'une nouvelle génération qui va justement pouvoir, je ne dis pas sauver le monde, on dit souvent que la beauté va sauver le monde, j'y crois un petit peu, mais en tout cas que le fait d'être éduqué à résister justement à ces privations de liberté est un moyen peut-être de sauver le monde dans lequel on va tous vivre. Oui, un refuge, sachant que celui des uns n'est pas celui des autres. Le refuge proposé par votre dictateur doux, tyran, est précisément la France, avec ses frontières, ses racines chrétiennes, etc. Oui, mais chacun... c'est toute l'illusion, c'est-à-dire de dire, mais nous on se préoccupe de tout, sauf qu'en fait, vous perdez votre liberté. Même les cours et même l'éducation est surveillée. On vient dire au prof, Mina est professeure, la femme de Sacha. On lui dit, l'histoire que vous enseignez, elle est prof d'histoire, c'est pas tout à fait en fait l'histoire qu'on voudrait voir enseigner. Donc il va falloir changer. Et on voit en fait que les libertés sont grignotées dans une apparence de confort. C'est peut-être ce qui nous menace. Ce qui fait penser à la Russie notamment. Ça résonne alors précisément avec la dernière une de votre magazine Le Point, dont vous êtes directeur adjoint, et la pluie de bombes qui est tombée ces dernières heures sur des civils ukrainiens. Est-ce que c'est pas un luxe de se dire qu'on peut essayer de chercher un refuge quand on vit, par exemple, quand on vit sous une pluie de bombes ? Exactement. Mais ce qui me frappe beaucoup, c'est que vous avez vu à la rentrée scolaire en Ukraine, toutes les écoles se sont dotées en fait de petits refuges. Ils appellent ça des shelters, c'est-à-dire en fait sous la classe un espace justement où maintenir cette petite flamme d'humanité. C'est aussi une des questions qui me travaille dans ce livre, c'est comment on reste humain, comment on préserve cette
petite flamme d'humanité, c'est pas facile, hein, mais quand les bourrasques du monde soufflent pour l'éteindre, un peu comme dans la guerre du feu. Vous vous souvenez, à la fin de la guerre du feu, on a le feu et il ne faut pas qu'il pleuve dessus, il ne faut pas qu'on traverse le cours d'eau et qu'on tombe. Préserver ça. Aujourd'hui, tout contribue à nous déshumaniser. La violence qu'on voit à l'œuvre, hein, les pouvoirs forts un peu partout dans le monde, la technologisation de tout, l'hyper-technologisation de tout. Donc tout ça, il faut lutter contre. Je pense qu'on voit aussi en Ukraine, on voit aussi énormément de courage, énormément de gens qui s'engagent, que ce soit sur le front ou ailleurs, pour justement trouver des refuges. Les refuges, ils ne sont pas seulement à l'extérieur. Trouver un refuge, il y a une très belle phrase de Romain Gary qu'on m'a envoyée après la sortie du livre, qui dit qu'en temps de chaos, le refuge, ça peut être un paysage, ça peut être un souvenir d'enfance, ça peut être un livre. Et c'est aussi un espace intérieur, le refuge, qui nous permet de résister. Je pense que les Ukrainiens, quand ils se prennent ces tapis de bombes-là, ils ont forcément un refuge intérieur qui leur permet de tenir. Sinon, c'est la mort physique, mais aussi existentielle. J'ai une dernière question. À avoir choisi un monde interdit aux femmes, Oui. ce dont on parlait au début, qui est celui des monastères du mont Athos, ça résonne aussi avec ce qui se passe en Iran, Oui. en Afghanistan, se voir refuser en tant que femme, de se voir refuser la beauté, la culture. Exactement. Le raisonnement, c'était ça aussi, votre intention? C'est pour ça que je voulais perturber cet ordre patriarcal du mont Athos en y emmenant une petite fille, c'est-à-dire un germe de féminité. Je voulais qu'il y ait absolument le principe féminin, et aussi pour enchanter ses moines. Mais évidemment, elle est clandestinement petite fille, puisqu'elle est déguisée en garçon. Mais je ne vais pas dévoiler, il y a cette petite fille, il y a peut-être une autre femme sur le mont Athos. Voilà, ne dévoilons rien. Trouvez refuge donc chez Gallimard. Merci beaucoup. Merci à vous. Christophe Onodibio d'être venu nous en parler ce matin.